See the money won't stay for your meal, getting all the pizza pie for your wife. Every beat out, I don't mind. Me and Misty is so the best of making money. Alright. Greenback Boogie. Ah, ça commence bien pour cette émission. Aujourd'hui, déjà un premier problème technique. Je sens que ça va être extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir des sujets qui nous passionnent et qui, on espère, vous passionnent aussi dans une ambiance excessivement détendue. Alors, je suis Pierre Landy, executive mentor, aussi connu sur tous les réseaux sociaux comme le Leadership Wizard, et je suis là pour aider les leaders de tous bords et leurs équipes à travailler leur leadership, ce que j'appelle leur savoir-être. Alors aujourd'hui, dans la saison 10 de l'émission, je suis ravi d'accueillir mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants, Alain Ben-Simon. J'ai la chance de travailler avec lui depuis quelques années et je suis fou de joie de l'avoir aujourd'hui avec nous dans Legal Club Sandwich. Il a traversé l'océan et surtout le décalage horaire, le pauvre, pour nous retrouver. Bonjour Alain, comment vas-tu? Très bien, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alain et comme Pierre a dit, j'habite aux États-Unis et je suis membre du barreau de New York depuis un petit moment déjà. Et depuis 2019, je suis le General Counsel chez Aircall. Parfait, n'en dis pas plus, qu'on aura plein de questions à te dire, à te poser sur tout ce que tu fais. Mais avant qu'on fasse ça, on va quand même présenter les deux divines qui m'accompagnent. Ce sont donc mes acolytes de toujours. Il y a Lyndia le Sauvage, c'est la grande prêtresse de la prise de parole en public. Les gens se l'arrachent en France et Navarre. Et puis évidemment, Audrey Deléris, notre chasseuse de tête qui chasse les meilleurs talents à travers, pareil, France et Navarre. Et elles m'accompagnent dans cette interview et elles feront leur chronique en fin d'émission. Donc, honneur aux dames. Audrey, comment vas-tu? Eh ben, écoute Pierre, très très heureuse de vous retrouver tous les trois pour cette nouvelle émission pour le coup. Bienvenue Alain et je suis très contente de participer encore une fois à cette émission. On doit être à la 86e, 7e, je ne sais plus, mais en tout cas on approche les 100 donc on vous prévoit quelque chose d'extraordinaire pour la 100e qui arrivera peut-être dans quelques temps. Ah, j'espère bien qu'on va arriver au 100. Moi, je ne m'arrête pas avant 100, hein. Ça, de toute façon, c'est obligé. Peux-tu nous dire le thème de ta chronique aujourd'hui? Oui, oui. Lydia rigole parce que tout à l'heure on en parlait, je me souvenais plus de quoi j'allais vous parler, mais en fait je m'en souviens très très bien. Je vais vous parler de mes histoires de recrutement avec plein de conseils, toujours issus de mes propres histoires et mes propres rencontres. Bon, ben, on te retrouve dans quelques minutes pour cette chronique. Et puis, ben, Lindia, pareil, même question. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Apparemment, c'est effectivement une ambiance très détendue aujourd'hui. Pierre, tu as l'air en forme olympique. Ça fait plaisir. Je sens qu'on va bien s'amuser avec Alain et Audrey, donc super. Bon, ben, Et génial. Et de quoi vas-tu nous parler, justement? voilà. Le thème de ma chronique aujourd'hui, c'est prendre la parole au-delà des frontières. Et c'est Alain, évidemment, qui m'a inspiré cette thématique. Alors, vous savez qu'on aime bien toujours trouver des titres un peu accrocheurs. Alors, celui-là, il est Courtesy of Audrey. J'espère que je ne parle pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais le titre de la chronique d'aujourd'hui, c'est I'm a French lawyer in New York. Donc là, je laisse poser, vous répondez. Yeah. Et, Na, 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 yeah, na, na, na. voilà. Enfin, si on pouvait chanter en même temps, ça serait mieux. Mais a French lawyer I'm a in New liar. York. Voilà. Bref, I'm a English. voilà. Vous l'avez. C'est pour ça qu'on est chroniqueurs et que nous ne sommes pas chanteurs. On n'est pas prêt de faire Bercy. Beyoncé a encore de belles années devant elle. Bon, en tout cas, voilà, c'est basé sur ce titre de Sting qui est mythique. On va revenir au cœur de l'émission. Et du coup, avant qu'on rentre un petit peu dans ta préparation, qui tu es, etc., dans ta présentation, pardon, Alain, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs en général aujourd'hui? Eh ben déjà, je suis très content et ravi de rejoindre l'équipe du Legal Club Sandwich pour votre 86e émission. Et le message que j'ai envie de faire passer à tout le monde, pour moi, ces émissions, elles sont toujours très intéressantes parce que d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est sur les front lines au quotidien,
et de pouvoir écouter les retours d'expérience des gens qui pratiquent tous les jours. Moi, je trouve toujours ça super enrichissant. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas si vous prenez les questions en live, etc., n'hésitez pas à les poser. Mais voilà, moi, je trouve, à chaque fois que j'écoute vos émissions, j'en ressors un peu enrichi. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir contribuer et de participer. Bon, C'est ben, sympa. c'est trop sympa. Et puis, je pense que les gens vont beaucoup apprendre aussi en t'écoutant parce que travailler en France, travailler aux États-Unis, c'est pas totalement la même. Ça va être super intéressant d'avoir, je vais pas dire un cours de droit comparé, mais en tout cas un cours de culture comparée grâce à toi. Donc, justement, Alain, revenons-en à toi. Donc, tu nous as dit que tu étais GC chez Aircall, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus d'où tu viens, ta vie, ton œuvre, où tu as grandi, etc. Enfin, comment tu arrives à voilà, ce type de poste, comment tu en es arrivé là? Oui, bien sûr. Je pense que déjà, c'est important pour mettre un petit peu la conversation ou donner un petit peu de contexte à la conversation. Je vais simplement donner deux ou trois éléments pour me présenter parce que je pense qu'ils sont importants dans ce contexte. Moi, je suis franco-américain déjà, donc j'ai grandi entre les deux, entre les États-Unis, la France, euh, et, euh, et j'ai aussi fait des études de droit en France, aux États-Unis. Donc, je pense que j'ai été plutôt bien préparé à travailler avec des gens des deux pays, avec des business leaders des États-Unis et de la France. Et quand bien même j'ai eu la chance donc de pouvoir, au cours de mes études, de mon parcours et même de mon parcours professionnel, euh, d'être exposé à ces deux cultures, même en ayant tout ça, je suis souvent obligé de me poser la question de savoir si j'ai bien acquis les bons codes, si j'ai bien la bonne attitude, si je m'y prends bien de la bonne façon. Toi et moi, Pierre, on en a parlé à maintes reprises. Donc, c'est vrai que même en étant, entre guillemets, préparé avec un parcours qui peut sembler avoir été à cheval entre les deux, il reste quand même un nombre d'écueils à éviter, ou en tout cas des questions auxquelles il faut euh, qu'il faut se poser, des choses dont il faut être conscient quand on travaille avec les États-Unis ou avec la France, quand on vient d'une culture ou de l'autre, et qu'on est amené à travailler à cheval entre ces deux cultures. Et du coup, pourquoi est-ce que tu aurais pu choisir d'être que juriste français? Pourquoi est-ce que le droit américain t'a attiré au final? Moi, je pense que déjà, c'était dans mon parcours, si tu veux, inscrit d'une certaine manière. J'ai toujours voulu faire quelque chose, exercer une activité qui allait m'amener à travailler entre les États-Unis et la France. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis pour faire mon LLM, euh, la manière de travailler des Américains, le dynamisme de New York à l'époque, c'est vrai que c'était très attirant et puis j'ai pas eu envie de repartir. Après, c'est vrai que pour pouvoir rester à New York en arrivant en tant que juriste français, je pense qu'il y a beaucoup de nos collègues juristes qui ont eu la chance de s'expatrier un moment à New York, qui ont pu connaître l'expérience d'essayer de trouver les premières expériences à New York. C'est vrai que c'est pas facile du tout, et c'est un peu le parcours du combattant pour pouvoir s'installer là-bas en tant que juriste français. Et c'est vrai que... Ouais, vas-y. Pardon, j'ai une question qui me vient, Alain, justement. C'est que là, tu as déjà un petit peu répondu, comme tu as quand même une double culture, tu as étudié pour partie du coup, en common law, donc en droit américain. Qu'est-ce qui. Enfin, tu aurais pu justement rentrer en France et est-ce que du coup, c'était obligé de passer le barreau de New York et pourquoi tu as choisi plutôt le côté américain, plutôt l'American way of life, du coup euh, Ouais, alors, c'est vrai que j'ai touché un peu dessus, mais pour revenir dessus, déjà, rien qu'en étudiant aux États-Unis, c'était une expérience complètement différente. Rien que l'expérience des cours de droit, la manière dont on approche l'enseignement, c'est très différent. En France, on a l'habitude des grands amphithéâtres remplis de centaines de personnes, avec donc ces cours magistraux. Aux États-Unis, c'était une autre méthode complètement différente. On arrivait dans des petites salles et puis c'était beaucoup plus interactif. J'ai trouvé ça beaucoup plus dynamique, ça m'avait plu. Et puis, c'est une culture juridique qui est différente. On le sait tous,
la manière enfin, la structure du droit américain, c'est la common law. C'est une manière de réfléchir qui est très très différente. Et c'était quelque chose qui m'avait attiré. Je m'étais demandé aussi comment ça se mettait en pratique. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette différence. Enfin, ces différences, elles s'inscrivent d'une certaine manière dans la pratique au quotidien. Alors, c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément en tant qu'étudiant, et je pense que ça, c'est quelque chose on comprend peut-être avec un peu de recul. Mais il n'empêche que, d'arriver dans un système, qui est complètement différent, ça donne un coup de frais, ça donne envie de découvrir et d'aller à la prochaine étape, et de voir ce qu'il y a un peu derrière, quoi, hein. Eh Vous avez bien, eh bien, oui. Alors, je me posais la question Ah, de c'est si quoi- Audrey Est-ce que t'as allait toi posé réagir. une question, Lindia? Tu étais. Non, non, mais je voulais pas couper la parole. Mais donc, Alain, si on comprend bien, tu as travaillé en France avant de t'installer là à New York il y a 6 ans, c'est ça? Non, non, pas vraiment, en fait. Moi, je suis allé m'installer à New York, quand j'avais 22 ans. Je suis allé faire mon LLM là-bas, et en fait, je suis jamais revenu habiter en France. Donc, j'ai jamais, à proprement parler, travaillé, pardon, en France. Alors cela étant dit, heu, Aircall, c'est une société un peu particulière parce que, elle a été vraiment créée à Paris, cette société, et quand bien même aujourd'hui on a des bureaux dans 8 pays et 650 employés, heu, Paris, ça reste quand même, ça l'a été pendant très longtemps, ça a été le bureau le plus important en termes de salariés. Ça reste un de nos bureaux, les plus importants aujourd'hui, et donc du coup, l'activité, heu, en France a été très, très importante, et donc du coup, ça se retrouve aussi dans l'activité juridique, avec beaucoup de choses à faire en France. Heu, Mm. donc ça a été quand même, disons, l'expérience la plus, française, paradoxalement, que j'ai eue professionnellement. Eh oui. C'est une grosse équipe juridique chez Aircall? Alors, on a eu plusieurs chapitres chez Aircall. On a eu une équipe juridique à un moment qui a compté, presque une douzaine de personnes. Aujourd'hui, on est un peu moins nombreux. On est un peu moins nombreux dans l'équipe, mais ça reste une équipe, ouais, ça reste une équipe, quand même assez solide en termes d'effectifs. Et ton équipe est principalement basée en France, aux États-Unis, les deux? Alors, ils sont principalement basés à Paris, et on en a quelques-uns, aux États-Unis. Alors, du coup, on voit qu'on est constamment en train de parler d'États-Unis et de France. Il y a quand même des différences qui sont assez connues, en tout cas pour quiconque a déjà un peu travaillé avec les deux. Moi, je pense déjà rien qu'au contrat de travail ou à le côté positivité et tout. Tu veux peut-être développer ces points un peu, Alain? Ouais, bien sûr. Alors, je pense que, comme tu l'as dit, il y a plusieurs angles, avec lesquels on peut regarder les différences entre les États-Unis et la France. Tu as des questions, justement, comme tu as dit, des questions de cadre juridique, du travail, des questions culturelles, euh, des questions de communication, comment on communique. Mais je pense que rien en commençant par ce qu'il y a de plus concret, ça nous permet un petit peu de comprendre. euh, la culture business. Si tu regardes rien que les cadres juridiques sur le travail, tu regardes les différences entre euh, le CDI, par exemple, et ce qu'on appelle le employment at will. Autrement dit, en français, euh, il y a pas de vraie protection au licenciement, mais ça se traduit comment en termes de culture de business? Ça se traduit par une propension à prendre beaucoup plus de risques business en temps, en- quand l'économie commence à aller beaucoup, quand l'économie commence à aller mieux, les patrons sont beaucoup plus réactifs et sont beaucoup plus enclins à recruter rapidement. Alors qu'en France, on est beaucoup plus précautionneux, on a tendance à attendre, on a tendance à prendre beaucoup moins de risques, justement parce qu'on est contraint par ce cadre juridique. Et ça se retrouve très rapidement. Euh, Ouais, on va même doubler la période d'essai, tu vois. Enfin, si on peut la faire de 8 mois, on va la faire de 8 mois parce qu'on sait que pendant la exactement. période d'essai, on est plus dans la situation at will des Américains. Et donc, on va essayer d'avoir ça le plus longtemps possible.
Mais le pendant de ça, c'est que euh, aux États-Unis, on a la gâchette un peu plus facile aussi sur les licenciements. C'est-à-dire que dès que on sent la conjoncture se retourner un petit peu, on hésite beaucoup moins à licencier, à couper les coûts. Ça va beaucoup plus vite dans les deux sens, disons. Et ça, c'est un élément fondamental de la différence entre ces cultures. Entre ces cultures-là. C'est quand on accepte de travailler aux États-Unis, c'est un des risques qu'on accepte de prendre aussi, sachant que euh, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, c'est une première. Et sur cette Ouais, question de manière générale du droit, c'est hyper intéressant parce que j'ai écouté un podcast par Hugo Décrypte qui a interviewé le CEO de Mistral, Arthur Mensch, et vraiment, je vous invite à l'écouter, ça dure 1h20, mais c'est passionnant. Et c'est amusant parce qu'il disait un des trucs les plus, qui rend la compétitivité la plus difficile selon lui, c'est pas forcément ces points-là. Pour lui, c'est le préavis. Il disait, on perd un temps avec cette histoire de préavis de 3 mois, ouais, c'est un- où parfois des gens n'ont plus envie d'être là et du coup, eh ben, ils doivent rester là quand même pendant 3 mois En fait, et on doit je attendre les dirais- gens pendant 3 mois. Et pour lui, vraiment, plus que ça encore, c'est le préavis qui ouais, pose ouais. vraiment problème. C'est Je, intéressant. je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je vais me pencher un petit peu sur le point que tu viens de soulever, la pierre. Mais je vais le prendre avec un contexte un peu différent. Nous, chez Aircall, ça fait à peu près 15 mois, 18 mois qu'on a un nouveau patron et et qu'on a un peu renouvelé le COMEX avec des gens qui viennent d'une culture de travail américaine. Et c'est assez intéressant quand on essaye d'expliquer les particularités du droit français, de voir quels sont les concepts qui paraissent les plus aberrants pour des gens qui sont étrangers à ces particularités du droit du travail français. Et un des concepts les plus, ou en tout cas qui a semblé le plus aberrant à des gens qui n'étaient pas familiers avec ces concepts-là, c'est justement, comme tu dis, le concept du préavis de 3 mois. Parce que à partir du moment, et j'irai même plus loin, c'est pas simplement le concept du préavis de 3 mois, c'est la mécanique de la séparation et de la rupture du contrat de travail. Euh, Parce que c'est vrai que c'est pas pragmatique du tout, en fait. C'est pas pratique. C'est pas pratique dans le sens où quand quelqu'un a pris sa décision, ou quand deux parties ont pris la décision de prendre des chemins différents, pour quelque raison que ce soit, euh, c'est dans l'intérêt des deux parties que ça se passe le plus rapidement possible. Or, le cadre juridique en France aujourd'hui rend le processus lent et justement met les parties dans cette situation inconfortable de devoir continuer une relation dont on a déjà décidé qu'elle allait se terminer pendant une période de 90 jours. C'est long, 90 jours. Et en fait, on le retrouve ça aussi même euh, dans la mise en place de licenciements collectifs, par exemple. À partir du moment où on sait... alors c'est une question qui est un peu plus, comment dirais-je, euh, et qui est peut-être un peu plus épineuse et qui a à prendre avec un peu plus de nuance quand on parle de collectif, puisque justement, faut pas faire n'importe quoi non plus, et on a des protections en France justement pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Mais même dans ce contexte-là, lorsque certaines décisions ont été prises, le processus pour aboutir est très long. Et justement, il y a un côté un petit peu, comment dirais-je, presque malsain en fait, à maintenir une relation aussi longtemps quand des décisions ont déjà été prises et on connaît déjà le résultat, en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui paraît très bizarre dans la culture de travail à des gens qui ne sont pas familiers avec les concepts du droit du travail français. Donc, je suis un peu parti sur une tangente, Pierre, mais je pense que c'était important de soulever ça parce que c'est une particularité française et peut-être européenne dans une moindre mesure qui peut paraître assez étrange justement parce qu'elle manque de pragmatisme et qui peut être un frein à la compétitivité euh, Quiconque a travaillé pour une filiale américaine et s'est retrouvé à devoir expliquer à des juristes américains le droit social en France n'a pas vécu. Parce que moi, j'ai eu des conversations lunaires où ils te font ouais, expliquer quatre je fois pense, la même chose
en disant non, mais non, comment ça? Mais comment ça? Je dis si, c'est Si, comme ça. Et parfois, ils vont d'ailleurs aller challenger avec des avocats extérieurs tellement ils ne croient pas ce qu'on est en train de leur dire. C'est eh, assez rigolo. ah, mais je peux, comme on dit en anglais, I can relate to this. Je peux, c'est du vécu. Et je pense que, tu sais, chez Aircall, on a quand même une flopée de sujets qui sont assez compliqués. On est dans la télécommunication, on est à cheval, comme je disais tout à l'heure, entre 8 pays. Mais je pense que là où il a fallu redoubler d'ingéniosité et de clarté dans les explications pour pouvoir créer un pont intellectuel et expliquer clairement ces concepts à des gens qui n'étaient pas forcément au fait de comment ça fonctionnait, eh ben, je pense que c'est justement le droit social français. Ouais, C'est c'est passionnant. les étrangers, Donc, est-ce que culturellement aussi, tu dirais que, on a parlé du cadre le cadre légal du travail, mais l'angle culturel aussi, tout ce qui est communication, hiérarchie, rapport au risque, tout ça, ça t'inspire quoi? bah, là aussi, c'est des sujets sur lesquels il y a un grand fossé et il faut bien avoir en tête euh, les codes, entre guillemets, des deux cultures euh, pour s'assurer qu'on ne fait pas de faux pas, entre guillemets, quand on s'adresse soit à l'une des cultures, soit à l'autre. Alors c'est vrai que en France, par exemple, on a l'habitude d'une hiérarchie très structurée. euh, et lorsqu'on travaille, par exemple, sur des projets en entreprise, on a tendance à vouloir faire remonter les décisions jusqu'au niveau le plus haut avant de pouvoir avancer. Aux États-Unis, en revanche, euh, on, on donne beaucoup comment dirais-je, on donne beaucoup de valeur à la contribution d'équipe ou à l'autonomie des équipes, alors dans un cadre bien prédéfini, mais on va donner de la valeur à ce que et on va vouloir que certaines équipes puissent évoluer de manière autonome, qu'on ne fasse pas constamment remonter le long de la chaîne certaines décisions, et ça dans une optique d'efficacité, dans une optique euh, d'efficacité, de vouloir éliminer de la bureaucratie qui n'est pas nécessaire, etc. Et ça, ça, c'est une grosse différence, je pense, euh, entre la culture américaine et la culture française. J'irais même plus loin, je dirais que c'est pas simplement dans la prise de décision, je dirais que c'est aussi dans le rapport qu'on a à la communication. C'est-à-dire que euh, pour en France, disons qu'on serait beaucoup moins enclin de voir un N-3 s'adresser à deux, trois niveaux supérieurs pendant une réunion. Euh, Ça choque personne aux États-Unis. Ça choque personne. Le skip, les discussions où on skip des niveaux, ça choque personne. Ça choque beaucoup moins aux États-Unis. Euh, la manière dont on s'adresse aux gens par le prénom, ça rend le rapport d'une certaine manière beaucoup plus presque familier. Alors, j'ai pas envie de dire familier, on est quand même dans une relation de travail, hein, faut pas se voiler la face non plus. Même si c'est, comment dirais-je, Quand même euh, moins hiérarchisé. c'est moins hiérarchisé, à prime abord, c'est quand même plus familier, ça reste quand même c'est le travail, faut pas se voiler. Mm. Et puis même après, même linguistiquement, on a des différences. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre le tu et le vous en anglais, hein. Donc ça enlève, même ça, ça enlève une barrière déjà. Euh, Et, et on a parlé donc de rapport hiérarchique qui est forcément très différent. Et c'est bien, toi, comme tu as les deux cultures, aussi bien personnelles que professionnelles, d'avoir les deux côtés. La communication, c'est bien ici de le souligner. Il y a aussi un sujet où j'ai vraiment posé la question, c'est au niveau de l'argent, justement. Parce qu'on on dit souvent qu'aux États-Unis, les Américains, ils ont, de manière générale, un rapport très libre, très transparent à l'argent. Est-ce que déjà, toi qui connais les deux côtés et qui est côté US aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est exact? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu as des exemples de comment ça se manifeste justement? alors, sans rentrer dans sans rentrer dans un discours sociologique où on expliquerait les origines de,
de cette différence. Je pense qu'elle est dans une certaine mesure que c'est vrai, oui. Je pense qu'il y a des raisons historiques derrière ça, culturelles. Mais encore une fois, on va pas, c'est peut-être pas le cadre. Je vais peut-être plutôt parler de comment ça se manifeste. Euh, donc je disais, oui, je suis assez d'accord avec, dans les grandes lignes, il y a certaines nuances, bien sûr, mais dans les grandes lignes, je suis assez d'accord avec cette position. Euh, on le voit dans le rapport au risque, déjà. C'est-à-dire que les entreprises, je trouve qu'aux US, on lève plus vite. Euh, Dans le monde des startups, hein, je parle dans le VC, les levées se font plus rapidement. La différence de culture entre le VC US et ce qu'on peut voir en Europe, c'est également vrai. C'est-à-dire que en Europe, alors c'est peut-être un peu moins vrai ces dernières années, mais en tout cas, il y a 5-6 ans déjà, en Europe, l'approche des VC, elle était plus proche d'une approche M&A et private equity que ce qu'on retrouvait dans les VC américains. C'est-à-dire, c'est un jeu à somme nulle dans le M&A et private equity. Euh, Quelqu'un risque de perdre au change dans la prise de risque et ça se retrouve dans la manière de négocier. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide. En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup plus rapide de conclure un deal avec des VC et l'approche, c'était We're all on the same boat. Hein, donc ça, c'était plutôt sur le côté financement. Ensuite, sur le côté rapport à l'argent pur, c'est vrai que dans les négociations salariales, c'est moins tabou. Euh, ouais, les négociations salariales, la question de l'argent est beaucoup moins tabou. Euh, le fait de, le fait de gagner, c'est beaucoup moins tabou quand on travaille dur. Enfin, les Américains ont beaucoup moins de réticence à récompenser les bons résultats, je pense aussi, qu'en Europe. Je pense que c'est un fait, en tout cas, je pense qu'on peut généraliser un petit peu avec certaines nuances. Euh, ouais, donc, J'ai juste Ah oui. Et pardon, Lydia, je te coupe juste un tout petit instant. Ça me fait penser à quelque chose, mais je crois qu'on en a déjà parlé, indépendamment du LCS, Pierre, là-dessus. Est-ce que tu le ressens aussi dans le monde du travail, que justement, on focus pas forcément que sur les échecs, justement, et on va plutôt aller progresser, comment on peut progresser, comment on va plus loin, justement. Enfin, j'ai l'impression que dans l'éducation, c'est très comme ça. Toi qui as vécu l'éducation, enfin la formation universitaire en France et à l'étranger, de toujours valoriser vers où on peut aller, en fait, toujours aller plus loin. Pierre a l'air surpris de cette conversation, mais je suis sûre Ah, qu'on pas en a du parlé. tout, pas Pierre. du tout. J'étais Du coup. du bruit Gère la japonais. technique. Et je voulais du coup avoir l'avis d'Alain, toi là-dessus, qui a connu, t'as eu le LLM du coup aux États-Unis, t'as eu le barreau. Est-ce que t'as ressenti ça du coup dans le cadre de tes études, comme t'as fait partie France, partie US? Je pense que ça va beaucoup plus loin je pense que ça va beaucoup plus loin que les études. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la culture de travail au quotidien. Euh, L'échec, c'est pas grave. Et ça va main dans la main avec le feedback. C'est-à-dire qu'on a une grosse culture de feedback aux États-Unis. Euh, et de se planter, c'est pas grave quand on est capable de recevoir le feedback qui va avec et d'en tirer les apprentissages. Euh, et c'est quelque chose sur lequel les leaders mettent beaucoup l'accent. Euh, Tant qu'on répète pas les mêmes erreurs, tant qu'on apprend de ses erreurs, on met en avant même ses échecs. On met en avant, on les met en Encourage même, j'ai envie de te dire, on encourage même l'erreur parce qu'on dit quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui ne prend jamais d'initiative. Donc, tant que avant. tu ne recommences pas la même erreur, voilà. Et puis, feedback is a gift, c'est la phrase, c'est la Je pense formule que mais consacrée ça en va main dans la main dans la culture de travail américaine, je pense. Tu vois, le rapport à l'échec, le rapport au feedback, ça fait partie du même cluster du même cluster d'approcher l'initiative, d'approcher le progrès. Euh, on, on explique aux gens dans les entreprises américaines comment donner du feedback constructif. On l'encourage. Et d'ailleurs, le fait de pas savoir ou de mal recevoir le feedback, c'est un frein au progrès en entreprise. Ça, c'est clair et net. C'est quelque chose que les leaders américains remarquent vraiment beaucoup.
et sur lesquels il se penche, que quelqu'un qui n'est pas capable de bien prendre le feedback, ça sera un frein à son progrès, et vice-versa, quelqu'un qui est capable d'écouter et de prendre le feedback, c'est un signe très encourageant dans le parcours professionnel de quelqu'un. Et puis, on va même encourager les leaders. C'est-à-dire que le feedback n'est pas que dans un sens. On va dire, le leader, t'es leader d'une équipe, tu dois demander à ton équipe, est-ce que tu as du feedback pour moi? C'est-à-dire que c'est C'est pas encourageant. rare dans les entreprises américaines de demander à ce que les N-1 remplissent ou donnent du feedback à leur manager sans même que le manager le voit directement et que ce soit les RH qui processent le feedback. C'est pas rare du tout de voir ça. Ouais, c'est vraiment, c'est très intéressant. Puis ça me fait rire parce que feedback is a gift. Et Mais je pense ça se verrait moins. Alors, encore une fois, corrige-moi, Pierre, parce que l'expérience de l'entreprise purement française, euh, je ne l'ai pas vraiment, mais j'ai l'impression quand même que ça serait quelque chose qu'on verrait beaucoup moins dans une entreprise purement française. bah, c'est plutôt, moi, j'ai travaillé que dans des boîtes américaines ou américanisées comme Ledger. Donc, moi, je suis totalement comme toi. C'est ce que je rigolais parce que tout ce que tu viens de dire, j'ai enregistré des shorts ce matin pour Instagram et j'ai fait feedback is a gift. J'ai fait, enfin, tous les trucs que tu viens de dire, je les ai faits. Donc, c'est plutôt presque à Audrey que j'ai envie de poser la question si elle voit ça Et mes dans une clients, boîte oui. française. Oui, je te rejoins quand même, Alain. En tout cas, ça commence à se démocratiser un petit peu plus, ou en tout cas, il y en a qui demandent pour le coup, mais c'est pas naturel. C'est pas culturel, en tout cas, de demander à son équipe qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait moins bien. Mm. Mais on l'observe un petit peu plus, pour le coup. Les 360 qui sont faits, il y a Ouais, quand même des choses qui sont faites, mais on sent que c'est pas encore complètement. c'est pas Euh, naturel. non, Non. ouais. Et puis c'est surtout dans les boîtes, on donne toujours, on dit toujours, on va faire ça à l'américaine en fait. On donne l'exemple américain. C'est On peut parler de exactement ça. ça. Tu as raison. On va le faire à l'américaine. Mm. Mm. Linda, Alors justement, oui, ouais. quand on parle de management, de manager à l'américaine, comment on fait, comment tu manages, toi, Alain, une équipe parisienne depuis New York? Et une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des différences fondamentales pour toi depuis les élections de Trump aussi dans ce que tu peux faire ou ne pas faire? Au sein de l'entreprise, sur la deuxième Oui, question? oui, oui. Non, je pense C'est que notamment sur ces décisions contre le wokisme, etc. non, je dirais pas que ça nous a impacté vraiment. Je pense on a quand même une organisation qui est apolitique. On essaie de rester, je pense on reste en dehors des débats, j'espère en tout cas, Et que puis ça en plus, continuera. c'était vachement dirigé aussi vers les sociétés qui travaillent avec le gouvernement américain, les lettres envoyées. Oui, À oui, 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 partir tout du à moment fait. où on est assez loin de tout ça, les sociétés tentent de. Ouais, on n'est pas affecté par les directives anti-woke euh, que peuvent donner l'administration américaine. Et je dirais que de manière plus générale, ce que je disais tout à l'heure, c'est on est une organisation qui est quand même apolitique. On essaie de rester en dehors. On encourage, je pense, les employés à pas amener sur le lieu de travail les débats politiques. Et alors, comment tu fais, toi, pour manager une équipe, pour le coup, où la majorité des juristes sont à Paris, si j'ai bien compris, avec le décalage horaire et tout ça? Quelles sont les bonnes pratiques, en fait, que tu as pu Déjà, je me mettre lève, en place? déjà, je me lève tôt, Ouais, ouais, mais, bah oui. mais On trêve t'a de réveillé de bonne heure, là, aujourd'hui, Alain. oh, ça va encore. On fait plus tôt parfois. Non, mais je pense qu'il faut être un peu flexible. C'est un peu un jeu d'équilibriste parce qu'il faut être un peu flexible avec ses horaires sans demander trop de flexibilité à ses collaborateurs non plus. J'essaie de me lever tôt. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est formidable et qui est vraiment dévouée et qui travaille un peu plus que ce que j'aimerais sur des horaires qui sont un peu plus élargis, enfin, ouais, un peu plus élargis que ce que j'aimerais. Mais dans un monde idéal, on pourrait respecter les fuseaux horaires. Euh, on pourrait respecter les fuseaux horaires et ça serait plus facile. Maintenant, quand on a une organisation euh, qui est répartie sur autant de pays, je veux dire, on a des bureaux sur la côte ouest, sur la côte est, en Europe, en Australie. Forcément, si on essaye d'organiser des réunions avec des gens qui sont dans tous ces endroits, il y en a qui vont devoir être flexibles. Après, heureusement, ça arrive pas tout le temps. Mais disons que dans le quotidien,
dans le quotidien, bah, on essaye de travailler sur les plages horaires qui correspondent aux horaires de travail de chacun. Euh, Et puis, en plus, j'imagine aussi que tu dois aller, du coup, ce qui est une horreur, retourner à Paris régulièrement. du coup, je dois retourner à Paris régulièrement. C'est vrai que c'est très Je crois que tu es difficile. là toutes les 6 semaines, non? Quelque chose comme ça, à peu près? Il y a eu un moment où c'était toutes les 4, 6 semaines. Non, c'est plutôt sur les 8 semaines. Un D'accord. peu calmé. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut retourner fréquemment. Je pense que c'est important. Je veux dire, Zoom, c'est très bien, etc. Euh, euh, je suis un grand Bien. partisan. Ouais, je suis un grand partisan du travail à distance flexible, etc. Par contre, je pense aussi que il y a rien qui remplace le lien, qu'il faut être avec les équipes euh, le plus souvent possible aussi. Donc, On va terminer pour le moment, Alain. Ne te déconcentre pas sur cette belle note, parce qu'on a encore plein de questions à te poser, mais c'est le moment où je dois devenir à la fois ingénieur du son et lancer les chroniques, mais je suis capable, n'en déplaise à certains, de faire deux choses en même temps, et pourtant je suis un homme. Donc, je vous lance tout de suite la chronique d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors pour cette chronique, moi j'ai envie encore une fois de vous parler de mes histoires de recrutement. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'histoire de recrutement de Lucienne, d'Émilie, d'Antoine et de Selma, celle que j'ai abordée durant cette saison. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes recrutements, de mes histoires, un peu comme un vie ma vie de chasseuse de tête en quelque sorte, un peu dans la peau d'une recruteuse chez Fed Legal, version express parce que je n'ai que 5 minutes, comme vous le savez, c'est un gros sujet dans cette émission. On se fait disputer et moi la première, je dispute les autres quand c'est trop long. Donc je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti aujourd'hui pour vous parler de mes 15 ou 16 ans de recrutement. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie de vous partager quelques conseils à partir de ces histoires de recrutement que moi, j'ai vécues. Donc, les choses à faire et à éviter absolument. Et comme toujours, c'est vraiment à partir de vraies histoires, de vraies personnes. Donc, non, je n'invente rien pour le coup. Premier conseil, c'est préparez-vous. C'est toujours important de le redire. Comme la fois, pas comme la fois justement où le candidat m'a dit l'air de rien. Ah bon, vous êtes spécialisé en juridique chez Fed Legal? Oui, bah oui, le nom est d'ailleurs est plutôt clair, je pense. Donc, on débarque pas en entretien les mains dans les poches. On se renseigne sur la Non, société. celle-là, excuse-moi, Audrey, tu nous l'avais Ouais, fait. c'est vraiment vécu du coup, hein. Non, Ça me rappelle, ça me rappelle, une fois, on m'a demandé, elle est à quelle heure la parade de 15 heures quand je travaillais à Disney. ah bah super, voilà. Voilà. Bref, J'aimerais excuse-moi. juste que cette intervention soit par contre coupée de mon temps imparti, que je ne fasse pas discuter parce qu'il y a quelques Pas secondes de... du tout, Audrey. Non, moi, Comme aux élections présidentielles, le temps est Exactement, le temps de compté, parole. Audrey. Alors, donc je reprends. Donc oui, j'ai fait le galop, fait du juridique. Nous avons perdu Pierre, du coup, qui est mort de rire. Donc on se renseigne sur la société, sur le poste, sur la personne qu'on va rencontrer. On fait un tour sur LinkedIn, c'est quand même un merveilleux outil. Moi, je passe ma vie dessus, donc vous pouvez passer à peu près quelques secondes pour taper le nom de la personne que vous allez rencontrer. On montre qu'on est intéressé, on montre qu'on est sérieux. Même si on est sympa, ça suffit pas. Toujours bien de le rappeler. Deuxième chose, il faut respirer. Pas comme la fois où j'ai cru que cette candidate allait s'évanouir en entretien, parce qu'elle débitait vraiment tout son texte à toute allure. Alors oui, parler vite, moi je connais, hein, ça vous le savez, j'ai un débit assez rapide, mais on respire pour articuler, pour impacter, pour marquer ses temps forts et accessoirement pour éviter de tourner de l'œil en plein entretien. Et ça, Lindia, ce n'est pas toi qui va me dire le contraire. Troisième chose, je pense que tu seras aussi d'accord, c'est souriez. Même si mes blagues ne vous font pas hurler de rire en entretien, s'il vous plaît, souriez. Un petit sourire, voilà, ça détend l'atmosphère. Et c'est pas comme la fois où le juriste qui est en face de moi en entretien, il m'a regardé avec un regard complètement vide, comme si qu'il avait pas dormi la nuit, voire plusieurs nuits. Pour le coup, aucun sourire, rien. Résultat, c'était glaçant, c'était très gênant. Voilà, donc le sourire, c'est bien de le rappeler, c'est la base du lien, même en entretien. Et vous savez dans cette émission que c'est même la base de l'émission, le sourire et le rire. Quatrième chose, ne pleurez pas, pour le coup. Pas comme la fois où la candidate m'a raconté voilà, quelque chose de dramatique dans sa vie et qu'elle l'a raconté en larmes. Ça a duré 10 minutes et 10 minutes avec quelqu'un qui pleure en face de soi en entretien, c'est long. Très long. Donc, pour le coup, pardonnez-moi, je rigole, c'est absolument pas drôle, mais c'était vraiment très gênant. Donc, les émotions, pour le coup, la sincérité, c'est important, mais l'entretien n'est pas une séance de thérapie. Voilà, donc quand il y a quelque chose à annoncer, de compliqué dans sa vie professionnelle, personnelle, qui impacte justement
ce qu'on raconte durant l'entretien, on reste factuel, synthétique, j'en ai déjà parlé, mais c'est bien de le redire. Donc, on montre sa résilience, pas sa détresse. Je vous remercie pour ça. Ensuite, 5, enthousiasmez-vous pour le coup. Donc, parlez de ce que vous aimez faire, de ce qui vous fait vibrer. Euh, Là, pour le coup, comme ce juriste, et j'en ai beaucoup qui viennent comme ça devant moi, qui me parlent avec des yeux qui brillent de tous leurs projets, et ben ça fait la différence qu'un ton très morne, sans sourire et en cas d'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme, c'est contagieux, pour le coup. Et un entretien, c'est pas l'interrogatoire, c'est une rencontre, comme on le dit à chaque fois. 6e chose, habillez-vous. Alors habillez-vous, je n'ai pas eu de candidat tout nu pour le coup, mais pas comme ce candidat qui est arrivé en entretien, jean, basket, sweat pour le coup, et qui m'a fait clairement comprendre qu'il n'avait pas fait d'effort parce que je ne travaillais que pour un entretien de recrutement. Et ça m'a vraiment pas beaucoup plu. Du coup, donc petit moment de solitude. Donc même si c'est un entretien avec un cabinet de recrutement, bah, c'est important qu'on soigne un minimum son look pour le coup. Premier entretien peut rester pas trop formel non plus, hein, pas le costume 3 pièces en start-up, j'ai déjà eu le cas chez des clients, là c'est un no-go. Mais voilà, on prend quelque chose d'un petit peu un peu formel, mais pas trop en premier entretien, et on adapte ensuite si besoin pour le second entretien. 7e conseil, j'essaie d'aller vite, même si j'étais interrompue par ce cher Pierre. Du coup, voilà, jetez ce chewing-gum, s'il vous plaît, qui est dans votre bouche avant d'arriver en entretien. Parce que oui, ça m'est arrivé, ce directeur juridique, et ça, je sais que je vous l'ai déjà raconté, mais ça m'a traumatisé, ça va faire 15 ans, et je m'en souviens encore, j'en fais des cauchemars, pour le coup, qui a sorti en plein entretien ce chewing-gum, qu'il a laissé dans sa main, et qui a joué avec pendant 35 minutes. C'était vraiment... voilà, déroutant pour le coup. Donc voilà, même si vous avez un super parcours de directeur juridique, si vous avez un très beau CV, des belles expériences, le coup du chewing-gum qui soit à l'intérieur de votre bouche, dans vos mains ou sous la table, je ne sais où, évitez s'il vous plaît et je vous remercie par avance. Ça s'est jamais reproduit, mais je n'ai pas encore fini ma carrière, donc je m'attends à tout. 8e conseil, soyez sincère. Voilà, comme sincère, vraiment pas comme ce candidat avec 2 ans d'expérience qui m'explique qu'il a géré des deals à plusieurs millions d'euros en totale autonomie pour le coup, avec les due deals, avec tous les avocats à l'étranger, qu'il a tout géré en autonomie, tout fait, tout rédigé, voilà, avec 50 millions d'euros, ou plusieurs milliards. Je suis désolée, moi je n'y crois pas pour le coup. Et voilà, donc voilà, mentir, enjoliver, se survendre, ça tient jamais. On sait à un moment donné qu'on va se découvrir et que vous allez retrouver en difficulté. Voilà, donc plutôt dites ce que vous savez faire, ce qu'on ne sait pas faire. Et ça, c'est l'exemple de cette candidate que j'avais placée. C'est l'histoire, je ne sais plus le prénom que j'avais remplacé parce que c'est une vraie histoire, une vraie personne, vraiment qui vraiment a dit en entretien et aujourd'hui elle le dit en tant que directrice juridique, ça fait 2 ans qu'elle est en poste. Quand elle ne sait pas, elle le dit. Et soit N+1 avec qui je fais encore le suivi d'intégration, il me dit, moi j'aime beaucoup quand cette directrice juridique me dit non, je ne sais pas. Elle va chercher, elle revient avec la bonne réponse. Elle est sincère. Donc quand on a 2 ans d'expérience ou 35 ans d'expérience, on est sincère, honnête, ça fait la différence. Deuxième, avant-dernier, après je vais très vite, promis, je te laisse la place, Lindia. Un mot que je n'utilise pas souvent et vous allez être très surpris, mais vraiment c'est important. Kiffer. Kiffer en fait votre échange, votre entretien, c'est important pour le coup. Vous êtes face à une personne qui vous a choisi, vous, pour vous rencontrer. Pour ma part, et je sais que c'est le cas de mon équipe, c'est le cas de mes concurrents, c'est le cas des RH d'entreprise, des directeurs juridiques, des directeurs fiscaux, des avocats associés, et je ne pourrais vous citer tous les métiers qui existent, on reçoit plein de CV, des dizaines, des centaines de CV, on vous a choisi vous. Donc faites en sorte de passer un bon moment, encore une fois, je sais que je l'ai répété 10 milliards de fois, mais ça c'est vraiment important, ça fait vraiment, vraiment la différence. Et enfin, le dernier conseil, et ça, Pierre, je sais que tu vas être d'accord, Lydia aussi, je suis sûre qu'Alain, tu seras d'accord aussi, rencontrer des gens, toute cette phase amont est tellement importante. Pas comme cette personne qui m'a dit, et il y en a plein qui me disent, ah non, moi vraiment, je vais jamais à des événements professionnels, j'aime pas réseauter. Bah, en fait, c'est impossible en 2025 de dire ça, en fait. Parce que déjà, on se prive très souvent d'une coupe de champagne, et ça, c'est quand même très dommage. Mais aussi, on se prive, du coup, de rencontrer ses pairs, de participer à des conférences, d'apprendre, d'échanger, de se nourrir. Et c'est pas parce qu'on va justement participer à un événement qu'on va justement à forcément demander de l'aide et changer de job. Non, ça passe dès maintenant. Voilà, donc ça ouvre des portes pour aujourd'hui, ça ouvre des portes pour demain. Ouvrez vos horizons. Enfin, je me dépêche, je sais que j'ai largement dépassé, mais c'est pour toutes les fois où j'avais de Non, l'avance. non, non. Pour le coup, voilà, la morale dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'un bon entretien, c'est comme une belle rencontre dans tous les domaines, pour le coup. Ça se prépare, ça se vit, et parfois, oui, ça change une carrière. Même si ça marche pas, ça change la perception qu'on a des choses, et c'est vraiment important. Et donc, soyez vous-même, mais en version un peu plus préparée, un peu plus détendue, mais pas trop non plus, s'il vous plaît, et surtout souriante.
Et je vous laisse avec cette citation que j'adore et que je suis sûre que vous connaissez, mais soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Ça, c'est Oscar Wilde qui l'a dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique et je laisse enfin la parole à Lindia. Oh là là. Alors, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit sur tu n'as pas encore vu de candidat tout nu. Par contre, dans une autre émission qu'on vous conseille ensemble d'écouter, eh bien, il y a une histoire d'homme tout nu, mais on va pas dire laquelle, comme ça, vous ne Non, on dira rien, suspense. dira rien. Mais il y a une anecdote d'un homme tout nu à écouter C'est dans la vrai, chaîne de Club c'est vrai. Sandwich. Voilà. Et bien, sur ce, nous allons passer maintenant à la chronique de Lindia. Et qui dit Lindia dit générique. Eh bien, merci Alain de m'avoir inspiré cette chronique aujourd'hui, puisqu'on va aller prendre la parole au-delà des frontières. On traverse les frontières direction le monde, parce que prendre la parole, ce n'est pas qu'un enjeu local, c'est souvent un défi international. Et quand on change de culture, on change aussi de code, comme tu l'as précisément signalé tout à l'heure, Alain. Alors, comment adapter sa prise de parole dans un contexte multiculturel et comment garder son authenticité tout en s'ouvrant à d'autres façons de s'exprimer? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Un même discours, des publics différents. Un juriste français qui présente une initiative innovante à New York ne fera pas tout à fait le même pitch qu'à Paris. Et une dirigeante qui s'adresse à ses équipes entre Madrid, Milan et Tokyo devra naviguer entre plusieurs attentes culturelles. On va prendre un exemple. Imaginez une Française. Je sais qu'Audrey aime bien les exemples concrets. C'est pour toi, Audrey. Imaginez une Française qui démarre une conférence aux États-Unis par une anecdote sur un repas de famille dominical interminable avec une grand-mère qui corrige la grammaire de tout le monde à table. Bref, ce genre de tableau très à la française. Eh ben, ça fonctionne à merveille outre-Atlantique. Alors pourquoi? Ben parce que les Américains adorent ce qu'ils appellent le cultural flavor. Vous savez, cette petite touche de folklore, d'émotion et d'humour qui donne une identité à vos propos. Alors, on va parler maintenant des différences culturelles plus globales. Aux États-Unis, Alain, tu me rectifieras évidemment si je me trompe, on attend de vous que vous soyez enthousiaste, clair, direct et surtout que vous vendiez votre message. On valorise les stories, les punchlines, le rythme. Pierre aussi, qui connaît ça par cœur aux États-Unis. Il faut captiver dès les premières secondes. On ne dit pas évidemment, je vais essayer de vous convaincre. Dites, voilà pourquoi ça va marcher. Ensuite, eh bien, allons au Japon. Le ton est plus formel, plus feutré. Bien entendu, l'humilité et la retenue sont clés. On préfère des formulations indirectes et surtout, on laisse des silences, Pierre Lundy. Le non-dit peut être plus éloquent que les mots parfois. En Allemagne ou en Suède, Audrey, on apprécie la clarté, la structure, la logique. Il faut aller droit au but avec des arguments solides et un fil rouge bien visible. Pas de storytelling trop long, pas de digression, la rigueur, Audrey, prime. En Italie, en revanche, eh bien, on va pouvoir se permettre plus d'émotion, plus de chaleur, plus de spontanéité. On parle avec les mains, on varie les intonations, on embarque en fait l'auditoire. La forme compte autant que le fond. En Espagne, bien sûr, même chose. La dimension relationnelle, elle est essentielle. L'humour, l'énergie, la connexion humaine sont au cœur de la communication. Une prise de parole réussie est presque une conversation collective. Alors, un exemple d'anecdote bien française qui cartonne à l'international. Vous racontez à un public américain ou nordique qu'en France, une réunion de 8 heures du matin, ça commence par 10 minutes à parler de la météo, du café trop fort ou pas assez chaud, de la dernière grève de train, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il rit, il s'étonne et puis surtout, il s'attache parce que ça dit quelque chose de notre manière de créer du lien avant de passer à l'action.
Ce type d'anecdote, ça crée une connexion culturelle. Et quand on parle dans un contexte international, cette connexion, elle est souvent le point d'ancrage qui rend en fait tout le reste possible. Et petite anecdote, pour avoir préparé il y a quelques semaines un client français d'une boîte américaine qui partait intervenir dans une grande audience aux États-Unis, il est arrivé avec une énorme boîte de macarons pour enfin pouvoir distribuer quelques macarons aux personnes qu'il avait toujours eu en visio, mais qu'il n'avait jamais vues pour de vrai. Et ça a vraiment beaucoup plu. Alors, comment on s'adapte sans se perdre, Alain? Eh bien, 3 conseils que je donne souvent donc, à mes clients qui interviennent à l'étranger. Le petit 1, c'est renseignez-vous sur les attentes culturelles du pays, le tempo, le degré de formalité, le type d'humour accepté. En 2, le petit 2, ça sera garder une touche personnelle et authentique. Vos anecdotes françaises, elles peuvent devenir vraiment une signature. En 3, soyez flexible sur la forme, solide sur le fond. Adaptez le ton, mais restez clair évidemment sur votre message. Et puis pour conclure, parce que je vois que Pierre a mis son timer, eh bien prendre la parole au-delà des frontières, ce n'est pas jouer un rôle, c'est apprendre à se traduire, à dire je suis moi, mais en version multilingue, multiculturelle et un peu plus universelle. Alors, peu importe où vous parlez, que votre voix garde son accent, Audrey, son histoire et sa couleur, c'est ce qui vous rend inoubliable. Oh, quel poète. Alors, puisque Audrey aime bien les anecdotes, je vais juste en raconter une très vite. Imaginez un séminaire de juristes, 250 juristes à Sunnyvale. Je fais une présentation sur l'Europe et je veux la commencer avec une touche humoristique parce que les Américains aiment bien ça. Donc, je me dis, je vais mettre des images pour illustrer l'Europe en disant, bah, pour vous, les Américains, l'Europe, c'est ça. Donc, la France, je mets le mime Marceau, une baguette, un béret, la bouteille de vin. Et l'Italie, je mets une pizza, la tour de Pise, machin. Et pour le Londres, je mets différentes choses, la Big Ben, etc. Et je mets une couverture du Sun dans laquelle le Prince Harry a une femme qui est assise sur lui et il tient les boobs de la femme. Et il y avait marqué Again, Prince having a great time, machin, enfin un truc dans le genre, tu vois. Mon Dieu, que n'avais-je pas fait là? Moi, je voulais juste illustrer ce que c'est que le Sun et tout, qui est quand même une institution en Angleterre, mais j'ai quand même été recadré par mon boss après ce meeting parce qu'il y a eu des plaintes de femmes qui ont été Ah, choquées, outrées par cette image et qui n'ont pas donc saisi Alors, on n'est pas outré, choqué par un béret, un mime Marceau et une bouteille de vin où on est quand même en train de ridiculiser les Français, mais alors, le prince Harry qui tient une femme par les boobs. Alors là, scandale, recadrage, machin. Et j'étais là, but it's a joke, but it's a joke, it's cultural. Enfin bref, voilà. Donc, vous avez beau connaître les bicultures, les machins, il y a toujours des moments ouais. extraordinaires. Et c'est vrai que le puritanisme américain, qui est quand même un gag monumental quand on sait ce qu'on sait et qu'on voit ce qu'on voit, mais voilà, vous vous trouvez dans une situation où, voilà, je me suis trouvé comme un imbécile, puis surtout j'étais là, mais c'est moi, quoi, c'est-à-dire le garçon le plus sensible de toute cette assemblée qui fait la blague. Je ne suis pas en train de dénigrer la femme, enfin bon, ouais, c'était surréel, mais c'est intéressant. Donc effectivement, l'India, t'as beau t'y connaître, tu peux quand même faire des bourdasses. Bien sûr. Voilà, et surtout, c'était pas juste, il y avait plein de photos, c'était un bout de ma slide, bref. Faire des bourdas, c'est surtout pas oublier que euh, chaque culture a ses paradoxes. Tu parlais du puritanisme, enfin oui, ça peut sembler paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà, mais c'est, voilà, Est-ce que tu es d'accord avec tout le sujet que j'ai abordé, Alain? Pardon? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je viens d'aborder là sur les Alors, différences multiples? tout, c'est un grand terme, tout. Mais Non, 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 mais en tout cas aux États-Unis. Restons sur les États-Unis pour toi, pour ce qui te vraiment, concerne. je pense que c'est très juste. Je pense que tu as t'as touché dedans. Ça revient à tout attends, ce qu'on a dit. Lindia, est-ce que tu as encore une question d'un tout petit peu de temps pour notre ami Alain? Alors, eh bien, oui, Alain, alors attends. Eh bien, moi, Est-ce que j'avais envie de savoir, Alain, peut-être ce qui te manque de la France aux États-Unis. Je suis sûre qu'il y a des choses qui te manquent. Les longs déjeuners déjà à midi. On boit plus de vin à midi, je pense, en France, non? Ça, c'est. Oui, il y en a qui en boivent. Oui, mais moins qu'avant, ouais, moins qu'avant.
Ouais, boit moins, ouais, je pense qu'on boit moins de vin qu'avant. Non, je plaisante. Ce qui me manque, écoute, tout ce que- tous les éléments de la culture française à laquelle tu peux penser. Euh, Il y a un petit peu de. C'est vrai que. Mais, enfin, je disais ça pour rigoler, hein, mais le fait de prendre un moment pour déjeuner tous ensemble, etc., ça semble anodin, mais je pense que ça fait une grosse différence. Pour certaines cultures, ça peut apparaître comme, j'ai pas envie de dire du laxisme, mais presque une perte de temps, alors qu'en vérité, c'est juste une différente forme de travail. Souvent, à table, on continue à parler de boulot, bien à sûr. parler de bien. C'est de C'est la simplement, cohésion, voilà. Oui, oui. Mm. simplement une manière un peu différente de travailler. Mais c'est le genre de choses, oui, c'est le genre de choses qui peuvent manquer, effectivement. Moi, j'avais une question à te poser, pour le coup, plus au retour sur le travail. Du coup, Alain, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui sont françaises, donc, et qui ont un boss américain, ou aux US ou américain en France, peu importe. Est-ce qu'il y a des attentes particulières et des conseils que tu peux leur donner pour Ouais, bien répondre à leurs attentes? alors déjà, le fait de se poser simplement cette question, je pense que c'est le début. De se dire, OK, je suis dans un environnement un peu différent. Est-ce qu'il faut que j'adapte est-ce qu'il faut que je m'adapte moi et ma façon de travailler et ma façon de communiquer? Et donc, enfin, et on sait que la réponse c'est oui. Et donc, le fait d'en être conscient, c'est déjà, je pense, le premier pas. Et une fois qu'on a la réponse donc qui est oui à cette question, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Donc, je pense que on parlait tout à l'heure du feedback. Je pense que c'est un point très important. Je pense que de demander à son boss, à son manager, de manière régulière, alors pas tous les 3 jours, mais disons une fréquence qui peut être normale, tous les mois. Est-ce que, euh, est-ce que je, euh, est-ce que ma performance est au niveau de tes attentes? Attente. Est-ce que j'ai bien agi sur le dernier feedback que tu m'as donné? Est-ce que tu veux me donner un feedback supplémentaire? Je pense que c'est des conversations qui sont assez appréciées. Enfin, une question qui est assez appréciée. Je pense que c'est une bonne manière euh, une bonne manière, d'une part, pour le collaborateur de se rassurer, puisque on va pas attendre qu'il y ait une revue. Alors, toutes les entreprises, elles ont euh, leur, leur emploi du temps pour les revues. Ça peut être annuel, ça peut être trimestriel, etc. Mais ça sert à rien d'attendre. euh, Ça sert à rien d'attendre ce moment-là pour poser cette question. C'est mon point. Euh, et surtout, ça permet, comme je disais, aux collaborateurs de se rassurer dans la mesure où si on se pose des questions, c'est un moment où on va pouvoir échanger, on va effectivement le prendre, le feedback à ce moment-là. Euh, je pense que les Américains sont aussi beaucoup plus directs. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lindia, je pense, dans ta chronique. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus direct dans la manière dont on exprime ses idées. Moi-même, je suis obligé de me reprendre assez souvent et c'est un feedback qu'on me fait. Bon, après, je pense que c'est un feedback qu'on pourrait faire à beaucoup de juristes, mais tu t'épanches, Alain, s'il te plaît, droit au but. Ouais, et tous mes collègues américains me le disent, et mon boss me le dit, et malgré ça, j'ai encore du mal, c'est encore emprunt, tu vois, mais voilà, ça c'est un conseil droit au but. Un email, c'est 5 phrases. Bon, après ça, c'est vrai partout. Mais un email, c'est 5 phrases. S'il faut plus que ça, il y a peut-être une autre conversation à avoir. Mais Ouais, un bah, email, c'est vrai. c'est 5 phrases, on arrive dans un meeting, on ne s'épanche pas, c'est très calé, bullet points, on sait ce qu'on va dire. Euh, on s'appuie sur de la data, on s'appuie sur des faits. Il faut être pragmatique. Je pense que c'est le mot d'ordre. C'est très pragmatique. Voilà. Euh, et surtout, je pense que l'autre chose, c'est euh, on n'arrive pas avec des problèmes. On arrive avec un problème et une solution devant son boss. Ouais, Euh, là, c'est encore- vraiment, c'est Bah, vraiment bien sûr. la règle C'est essentielle. une clé. Ouais. Ouais. Ça sert à rien de soulever des problèmes. Ok, c'est bien, tu as soulevé un problème, mais Ce tu que m'aides tu pas. m'apportes. Mm. Mais tu m'apportes. Apporte-moi une solution. Ouais, c'est ça. Donc c'est Bon, bah écoute, Alain, je vois l'heure qui s'avance, alors on va te poser la dernière question qui, évidemment, après toute cette discussion, nous vient naturellement. Est-ce que tu vas revenir un jour en France, Alain? Alors, peut-être. Voilà. Peut-être. Et si Réponse de ça se... Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
Et si ça se fait, je pense que je garderai toujours un pied. Regarde, toute ma vie, ça a été un aller-retour entre les États-Unis. Donc, je pense que je garderai toujours un pied aux États-Unis. Peut-être que ce qui se passera, c'est qu'effectivement, à un moment, je vais vouloir inverser l'équilibre, donc passer plus de temps en France et un peu moins aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais ça se résoudra sûrement comme ça à un moment, je pense. Oui. Bon, bah, écoute Alain, merci infiniment d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui, de nous faire part de ton expérience. Finalement, en 84 épisodes de Club Sandwich, on n'avait vraiment jamais abordé cette histoire d'être biculturel, d'être à cheval sur deux pays. Et c'est vraiment super intéressant et je pense que ça a donné envie à plein de nos auditeurs, soit comme tu le dis, de mener l'aventure, mais c'est un prérequis pour travailler dans une boîte américaine d'avoir le barreau, donc c'est quand même la première chose à faire, ou au moins de travailler dans une filiale américaine, peut-être pour voir un peu, expérimenter ce que c'est, ou peut-être certains diront jamais, jamais de ma vie, parce que ça leur plaît pas, et c'est complètement OK aussi. Mais en tout cas, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue, Alain, donc on te remercie infiniment d'avoir participé à l'émission. Merci, merci. Merci de m'avoir. Au-delà de l'océan. Ouais, non, merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'occasion de partager avec les auditeurs cette expérience. On Et n'a pas désolé, Merci Alain. ouais, j'ai dit 86e épisode tout à l'heure, je viens de voir, c'est le 84e, donc pardon pour ça. on sait pas trop encore à ce stade, donc t'inquiète Non. pas. C'est pas grave, on On, se vou- on parle voulait tout te, le temps. on voulait te donner des croissants, Alain, mais forcément en visio, ça va être compliqué. Mais le cœur y est. Tu as des croissants croustillants qui t'attendent. On les partagera la prochaine fois lors d'un prochain passage. Voilà, Avec exactement. plaisir. Avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, on va finir avec une chanson différente, compte tenu Et ouais, évidemment, compte tenu de, une petite surprise pour toi, Alain, évidemment, auquel tu ne t'attends pas du tout. pas du tout. C'est parti et à très bientôt pour une nouvelle émission. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us